Hello mes enfers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Eric Edgar Cook naît le 25 février 1931 à Victoria Park, une banlieue de Perth en Australie. C'est le premier de 3 enfants et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a eu une enfance extrêmement difficile et ponctuée de coups. Ses parents ne s'aiment pas vraiment. En fait, ils se sont mariés puisque sa mère, Vivian Thomas Cook, est tombée enceinte de lui et qu'à l'époque, un couple avec des enfants qui n'étaient pas mariés n'était pas vraiment très bien vu. Son père, originaire d'Écosse, a été forcé de se marier et depuis, il se sent enfermé dans un mariage non désiré. Il est alcoolique. Et lorsqu'il est contrarié, il n'hésite pas une seule seconde à battre sa famille. Quand je parle de sa famille, je parle de ses enfants, mais aussi de sa femme. Il a énormément de rage en lui, rage qu'il transforme en violence. Et pour évacuer toute cette rage et cette violence, il bat sa femme. Le petit Cook s'est d'ailleurs déjà interposé entre ses parents, ce qui lui aura valu des coups. Il a été de nombreuses fois à l'hôpital pour des blessures à la tête et ça lui a laissé des traces, notamment des lésions cérébrales et des maux de tête qui le suivront tout au long de sa vie. Afin d'éviter les coups de son mari, Vivian a pour habitude de dormir dans la salle des professeurs de l'hôtel Como où elle travaille. Tout comme sa mère, le petit Cook se cache très souvent ou alors erre dans les rues en dehors de la maison pour éviter de subir toutes sortes de violences. J'ai également pu lire qu'il a été placé de manière occasionnelle dans des orphelinats et des familles d'accueil. Né avec un bec de lièvre, Cook a déjà subi 2 opérations chirurgicales de reconstruction, l'une à l'âge de 3 mois lorsqu'il était encore tout petit et l'autre à 3 ans et demi. Cependant, les opérations ne lui ont pas permis de retrouver un visage sans difformité. Il garde une cicatrice. Cela se voit qu'il a une déformation au niveau du visage et sa capacité à s'exprimer n'est pas réellement optimale. Il marmonne plutôt qu'autre chose. Il est sujet à de nombreuses moqueries de la part de ses camarades et le seul moyen qu'il a trouvé pour se défendre est de se battre. En plus de se battre, il commet un petit délit lorsqu'il a 6 ans. Il vole de l'argent dans le sac de sa professeure et pour ce fait, il est expulsé de la Subiaco State School. En tout, il fréquente 5 écoles différentes, dont la Perth Junior Technical et la Forest High. À 14 ans, il arrête l'école. Je n'ai pas trouvé s'il était bon ou mauvais à l'école. Ce que je sais, c'est qu'il commence à faire des petits boulots pour aider sa famille, puisque la famille ne roule pas sur l'or, donc tout son salaire, il le donne à sa mère et à son père. En effet, sa mère travaille en cuisine, quelquefois elle fait des ménages, elle ne gagne pas énormément d'argent, et son père, qui est alcoolique, ne travaille pas. Il a notamment travaillé comme livreur chez Central Provision Stores, et comme je vous l'ai dit, il donnait tout son salaire à ses parents. Il a notamment fait plusieurs passages à l'hôpital pour cause d'accidents de travail. Dans les usines de Scarf et Sandover, il se casse le nez sur un vérin. À 16 ans, lorsqu'il travaille dans la section des forgerons pour l'atelier Midland Junction, il se brûle le visage au 2e degré. C'est à cette même période qu'il commence à commettre des petits délits. Le premier gros petit délit, c'est bizarre dit comme ça, mais le premier pour lequel il a été arrêté, c'est un incendie. Cook a très envie de chanter. Il passe une audition afin de rentrer dans une chorale. Il échoue à son audition, le prêtre le refuse, ce qui le met très en colère. Et pour se venger, il décide de faire brûler l'église en question. Il écope de 18 mois d'emprisonnement. C'est son premier incendie criminel, mais ce ne sera pas le dernier, puisqu'il remet ça dès qu'il sort de prison, lorsqu'il a 18 ans. Cette fois-ci, il est condamné pour incendie volontaire et acte de vandalisme et il écope de 3 années de prison. A noter qu'il a aussi été reconnu coupable de 2 vols, de 7 introductions par effraction et de 4 incendies criminels. À 21 ans, Cook sort de prison et il décide de s'engager dans l'armée. Le 27 mai 1952, il entre dans l'armée,
mais il n'y restera que 3 mois. Non pas parce que cela ne lui plaisait pas, au contraire, lui il aime bien. Cependant, l'administration militaire n'est pas du même avis. Ils ont découvert son dossier carcéral et l'ont révoqué. À l'âge de 22 ans, Cook rencontre une jeune femme sur un marché de West Perth. Il se met à fréquenter Sarah, dit Sally Lavin, une jeune serveuse de 19 ans. Il tombe fou amoureux d'elle et la demande en mariage. Le 14 octobre 1953, le couple se marie dans l'église méthodiste de Cannington et ensemble ils auront 7 enfants, 4 garçons et 3 filles. Sally est connue pour être une personne vulnérable et leur fils, Tony Cook, a même dit plus tard « Je pense que mon père s'est mis avec elle en raison de cette vulnérabilité ». Ce n'est pas parce que Cook est marié et qu'il a des enfants qu'il se calme. Bien au contraire, il a un cadre familial, en vitrine tout paraît parfait, donc il en profite pour continuer ses petits délits. Il est très rapidement interpellé pour voyeurisme, 2 ans plus tard en 1955 pour vol de voiture, et pour ce faire, il écope de 2 années de travaux forcés. Une fois libéré, il a une grande révélation. Il se dit, en fait, pour arrêter de me faire attraper, c'est super simple, je dois porter des gants. Car en portant des gants, je n'aurai plus d'empreinte digitale et je ne pourrai plus me faire attraper. Il va même plus loin puisque pour brouiller encore plus les pistes et mettre toutes les chances de son côté, il utilise des gants de femme. Lors d'une fuite après un vol, il renverse Nell Schneider, une mère de 4 enfants âgée de 29 ans. Arrivée d'Amsterdam en Australie en septembre 1955, elle se rendait au travail en vélo lorsqu'elle a été percutée. Elle survit cependant, elle a une fracture au crâne et des lésions cérébrales irréversibles. C'était la première fois qu'il portait atteinte à une personne. Avant, il volait mais il ne faisait rien d'autre. Et au final, ça ne le dérange pas plus que ça. Pour cet accident, il n'a absolument pas été arrêté. Il est parti, il a pris la fuite, la femme n'a aucun souvenir de qui l'a renversé, personne ne l'a vu, pas de témoin, donc il est tranquille. Après cet accident, je précise que c'était bien un accident, il était en fuite, il allait très vite, il a percuté cette femme sans réellement le vouloir. Mais après cet accident-là, il se rend compte qu'en fait, voler, ça va bien 2 minutes. Et que maintenant, il a envie de tuer, il est à la recherche d'un nouveau frisson, d'une nouvelle excitation. En plus de ça, il prend beaucoup trop la confiance, notamment grâce aux gants, il se dit qu'il est inarrêtable. Et ça le motive encore plus à tuer. Maintenant, lorsqu'il commet ses vols, il n'hésite plus à donner quelques coups de couteau, à étrangler ses victimes, à en abattre avec un fusil ou alors en donnant des coups de hache ou de ciseaux. Il ne choisit pas vraiment ses victimes à l'avance. Il n'a pas un type de victime de prédilection, il tue n'importe qui, et ce, n'importe quand. Il se rue sur les victimes à n'importe quel moment de la journée, même s'il a une préférence pour le matin. Un peu moins de chances de se faire arrêter le matin qu'en pleine journée quand le soleil est à son zénith. Le matin du 27 janvier 1963, je précise que c'est l'Australian Day, une série de coups de fusil retentit dans la banlieue de Perth. Cook fait 5 victimes. Toutes ne meurent pas, mais son intention première, c'était de les tuer. 2 personnes qui étaient dans une voiture garée à Cottesloe sont blessées. Un comptable, Brian Ware, est blessé à la tête alors qu'il était en train de dormir tranquillement dans son appartement. Ça, c'est pour les 3 victimes qu'il n'a pas réussi à tuer. Maintenant, il y en a 2 autres qu'il a tués. John Lindsay Sturkey, un jeune étudiant de 18 ans, était en train de dormir dans la véranda et il a pris une balle dans la tête. Le 2e homme qui a été tué et qui est la 5e et dernière victime de cette journée d'horreur est un épicier qui était à la retraite. Cook sonne chez lui, l'homme ouvre la porte, Cook le tue. En un jour, il aura fait 5 victimes, 3 blessés, 2 tués, et la presse le surnommera The Night Caller. La population est extrêmement inquiète et la police n'a aucune piste. Il faut dire aussi que ce tueur en série est très difficile à suivre, à démasquer, puisqu'il n'a pas un type de victime et les enquêteurs n'arrivent pas à faire de lien entre les crimes. Chose très importante aussi à noter, à l'époque, le profilage n'existait pas. Donc c'est d'autant plus difficile de faire des liens entre les crimes. Cook s'attaque à n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Il n'a pas de signature propre à lui une fois qu'il a tué ses victimes. Il utilise tout ce qu'il a sous la main. Et après le crime, il se comporte de manière différente en fonction des victimes et des endroits où il est. Parfois, il lui arrive de rester dans la maison où il a commis le crime,
d'aller dans le frigo pour se servir une limonade ou un verre de quelque chose et de le boire dans le salon ou dans la véranda. D'autres fois, il s'enfuit directement après son crime. Une fois même, il a été nécrophile, il a violé une de ses victimes post-mortem avec le cordon d'une lampe de chevet, puis il a déplacé le corps de sa victime dans le jardin des voisins. Pourquoi des voisins? Je ne sais pas. Il l'a violée avec une bouteille de whisky qu'il a ensuite placée dans ses bras en guise de cadeau, puis il est parti. Pour se rendre chez ses victimes, il y va le plus souvent en voiture. Il adore utiliser des voitures différentes. Comment fait-il, me direz-vous? Facile, il les dérobe. Et pratiquement une différente chaque soir. Alors chaque soir, il ne va pas tuer des gens, mais c'est son petit kiff à lui, il aime bien voler des voitures. Et parfois, les propriétaires ne se rendent même pas compte que la voiture a été volée, car il vole la voiture, il fait un petit tour avec, puis il la ramène au propriétaire, et le lendemain matin, celui qui utilise sa voiture pour aller au travail n'a aucune idée de ce qui s'est passé la nuit. Et il n'est pas fou, c'est plutôt même intelligent de sa part. Certes, il aime les voitures, les belles voitures, mais s'il fait ça, c'est surtout pour éviter de se faire attraper. En effet, si un témoin voit une voiture A sur une scène de crime et que sur une autre scène de crime, la voiture vue par un autre témoin est une voiture B qui est différente de la voiture A, je vous ai peut-être perdu avec mes voitures A et mes voitures B. Bref, en gros, comme il a une voiture différente sur chaque scène de crime, les témoins, s'il y en a, vont donner le type, la marque, la couleur du véhicule et ce sera des véhicules différents. Donc, les enquêteurs ne pourront pas faire de lien. Je vous ai dit qu'il rendait les véhicules à leurs propriétaires. Il lui arrive aussi des fois de laisser la voiture sur le bas-côté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même lorsqu'il est pris en chasse par la police, il ne fait pas d'erreur et il arrive à s'en sortir, à passer entre les mailles du filet et à ne pas se faire arrêter. La population est de plus en plus apeurée et ça se voit notamment au niveau des refuges pour chiens. Vous allez me dire, le rapport là, il est où? Les gens ont peur et pour se protéger, ils décident d'adopter des chiens. C'est pourquoi il y a une forte demande d'adoption dans les refuges pour chiens. En plus de ça, les gens se mettent à verrouiller les portes de chez eux, donc les portes d'entrée, de garage, de voiture. Ça vous paraît peut-être normal et anodin, mais avant ça, les gens avaient pour habitude de laisser toutes leurs portes ouvertes, puisqu'ils se sentaient en sécurité. Avec les meurtres, ils ne se sentent plus en sécurité, donc ils ferment tout à clé. La police de Perth décide d'agir. Ils prennent les empreintes digitales de 30 000 hommes, âgés de 12 ans et plus, et ils s'intéressent aux fichiers des fusils répertoriés de calibre 22, il y en a à peu près 60 000. Avec certaines armes en question, ils font même des tirs d'essai. En août 1976, des agents tombent sur un fusil caché dans un buisson à côté de la Rockwood Avenue au niveau du Mount Pleasant. L'étude balistique révèle que l'arme en question, un fusil calibre 22, est l'arme d'un crime. Celui d'une jeune femme de 18 ans, Shirley MacLeod, qui a été tuée d'une balle dans la tête alors qu'elle faisait du babysitting. Ils sont sûrs à 100% que c'est l'arme du crime car visiblement, lorsqu'une balle est tirée avec une arme, il y a toujours des petits restes qui permettent de faire correspondre les deux. L'inspecteur de police chargé de l'affaire a une excellente idée. Il se dit, facile, on va remettre le fusil, enfin une copie du fusil dans le buisson, on va mettre des policiers en poste qui vont guetter ce buisson en question et le tueur va venir récupérer son arme. Car visiblement, si l'arme est dans un buisson, c'est que certainement il l'a balancé comme ça l'arme, enfin il l'a cachée, il est parti, et pour eux, il va forcément revenir pour récupérer son fusil. Ils attendent donc pendant 17 jours. Et le 1er septembre, l'homme vient rechercher son arme. Les policiers lui tombent dessus. Il s'agit d'Eric Edgar Cook. Il l'amène au poste. Et au poste, il ne cherche même pas à nier les faits. Il avoue très rapidement ses crimes. Il dit avoir commis 8 meurtres, dont celui d'une assistante sociale à West Perth le 16 février 1963, et qu'en plus de ces 8 meurtres, il a essayé d'en tuer 14 autres. Il reconnaît notamment l'assassinat de John Lindsay Sturkey, le jeune homme de 18 ans qui avait été tué d'une balle dans la tête pendant l'Australian Day. En plus de ces meurtres, il avoue avoir cambriolé plus de 250 maisons. Et ce qui est assez perturbant, c'est qu'il donne le détail pour chaque maison des objets qu'il a volés. Donc il se rappelle exactement ce qu'il a volé dans chaque maison.
les objets, mais aussi l'argent et surtout la somme d'argent dérobée. Pendant son procès, ses avocats plaident la non-culpabilité pour aliénation mentale, en mettant l'accent sur le fait qu'il a déjà fait un séjour à l'asile lorsqu'il était enfant. Ils font aussi témoigner sa mère, qui raconte les coups assénés par son mari à son fils. Les avocats avancent aussi que leur client est schizophrène. D'ailleurs, il n'est pas le seul des enfants à avoir des problèmes puisque l'un des enfants est handicapé mental et que l'autre est né avec un bras déformé. Le directeur de la santé mentale de l'État réalise une expertise et son diagnostic est sans appel. Selon lui, Cook est parfaitement sain d'esprit et il est pénalement responsable de ses actes. La Cour rejette donc l'aliénation mentale. Et malgré le fait que les avocats aient demandé d'autres expertises, toutes les demandes sont rejetées. 3 jours plus tard, le 28 novembre 1963, Eric Edgar Cook est reconnu coupable et il est condamné à mort par pendaison. Il pourrait faire appel, il ne le fait pas. Il accepte sa sentence. Selon lui, il est temps d'assumer ses actes. C'est donc un an plus tard, le 26 octobre 1964, après 333 jours d'emprisonnement, que sa sentence est prévue d'être exécutée. D'après les gardiens de la prison de Fremantle, c'était un homme poli, bien élevé, respectueux, mais tout le monde savait ce qu'il avait fait. 10 minutes avant de se faire pendre, Cook reconnaît 2 autres crimes. Celui de Gillian Brewer, une esthéticienne de South Spruce, poignardée le 30 janvier 1959, et celui de Rosemary Anderson. Pour ces 2 meurtres, 2 hommes avaient été arrêtés et emprisonnés, et après les aveux de Cook, ils ont décidé de faire appel. Leur demande a été rejetée. À l'époque, John Button était le petit ami de Rosemary Anderson. Cette dernière avait été renversée par une voiture et l'homme en question avait écopé de 10 années de prison. En 2002, soit 40 ans après les faits, il est enfin innocenté. En effet, pendant ses aveux, Cook avait bien expliqué que la femme était tombée sur son pare-soleil, sur le pare-soleil de sa voiture, quand elle avait été renversée. Mais le pare-soleil, comme il était intact, les policiers ne l'avaient pas cru, puisqu'ils se disaient que c'était impossible que quelqu'un tombe, soit renversé au niveau du toit d'une voiture et que le pare-soleil ne soit pas endommagé. En revanche, une révision du procès et une reconstitution des faits a permis de montrer que cela était possible. Étant donné que ça avait marché pour John Button, Daryl Beamish, qui avait été accusé du meurtre de Gillian Brewer, décide à son tour de faire de nouveaux appels. En 2005, il est acquitté à son tour. Et en 2011, soit 52 ans après les faits, il reçoit une compensation financière de 452 000 $. Eric Edgar Cook est le 154e et le dernier à avoir été exécuté par pendaison en Australie occidentale. La veille, sa femme lui a rendu visite pour lui faire ses adieux et il a été exécuté aux alentours de 8 heures le lendemain, caché par une cagoule. Il est enterré anonymement au cimetière de Fremantle et il n'est pas très loin d'une autre tueuse en série, une tueuse d'enfants, qui a été pendue en 1909. Je parle de Martha Rendell. Voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous auriez apprécié qu'on parte de l'autre côté du globe, cette fois-ci en Australie. Puisque bon, certes, en Amérique, il y a beaucoup de tueurs en série, mais il y en a aussi quelques-uns en Australie, et puis de temps en temps, ça fait du bien un peu de changer de côté du globe. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.